Évidemment, vous avez suivi un peu toute la propagande qui a été orchestrée par la chaîne du pouvoir, la chaîne Nahar, en faisant passer les journalistes et même les comédiens, donc le comédien Kamel Bouakkaz, le footballeur Dob Fodil, pour des criminels. Donc il y a eu atteinte à la dignité de ces personnes. La chaîne en question a réussi, quelque part, selon mon avis, évidemment, à installer un climat de terreur en Algérie. Je pense que pour pouvoir préparer quelque part l'annonce de la participation au 5e mandat de Bouteflika qui a été faite juste quelques jours après par le secrétaire général du FLN. Alors, je reviens aux accusations. Nahar, qui a eu la carte blanche de l'État et du pouvoir algérien, accusé donc, il est journaliste, il est le comédien Kamel Bouakkaz et Dob Fodil d'être dans le réseau de MRDZ, en qualifiant ce réseau de MRDZ de mafieux, de réseau qui fait du chantage, qui pratique donc l'atteinte à la vie privée des gens et tout ce que vous voulez. Donc, alors qu'au final, c'est là où rentre le travail que nous faisons comme observatoire, parce que nous, notre travail consiste justement à constater les faits, à appeler, donc à contacter, discuter avec les juristes, les avocats, afin de s'approcher de la vérité. Parce qu'il faut savoir que les affaires en question, qui étaient juste dans le stade d'enquête préliminaire, donc déjà même le secret de l'instruction a été violé par la chaîne en question. D'accord. Donc, Mziane, on comprend bien que ce sont des arrestations arbitraires, n'est-ce pas? Bien sûr, arbitraires. D'abord, la gendarmerie, elle ne les a même pas convoqués. Ils les ont appelés par téléphone. Il n'y a même pas convocation. Un acte très grave. Il y a eu des articles là-dessus. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand ils appelaient Aboubakar Mishmash et Oussama Koubi, qui sont des chroniqueurs dans l'émission de Marwan Boudiab et tout, à un moment donné, ils les ont même envoyé des convocations. Une manière peut-être de rectifier un peu l'erreur. Marwan Boudiab, alors que lui-même est placé son mandat de dépôt, imaginez-vous, il est accusé de quoi? Complicité avec Abdousma. Ça veut dire quoi, complicité avec Abdousma? Alors, donc le patron de Zer Press et de Algérie Direct, lui, est poursuivi en justice par 3 personnes. On retrouve la même personne, le chef de file, le patron de Nahar, qui lui reproche aussi des articles où il est mentionné par le patron, donc le PDG de Condor, Ben Hammadi. Apparemment, il y a une histoire de pub entre eux. Selon les proches du dossier, ils disent que il y a un dû qui n'a pas été payé par Ben Hammadi. Et par la wilaya d'Alger, je pense lui aussi. Quant à Mr. Abbé, alors là, c'est plus grave. Mr. Abbé, il est accusé d'avoir l'intention d'enquêter. Ça veut dire qu'il n'a même pas enquêté. C'est ça le problème. Mr. Abbé, qui est connu donc par les affaires de logement, machin, lui, en passant devant une promotion immobilière, il a dit dans son émission qu'il soupçonne, comment on appelle, la promotion immobilière en question appartient à Zour. Il dit qu'il soupçonne et qu'il va enquêter pour un peu savoir est-ce qu'elle l'est vraiment ou pas. Alors il a été un peu interpellé avant de placer au mandat de dépôt, avant même d'enquêter. Maintenant on nous juge sur l'intention de faire, ce n'est même pas le faire. Voilà un peu les affaires d'une manière générale. Donc les avocats, ils disent que les dossiers sont vides, ils dénoncent la propagande de Nahar qui a piétiné et l'éthique du journalisme et le journalisme lui-même. Ça me rappelle un peu l'histoire de Numedia News quand elle appartenait à son ancien patron, Samir Wail, et qu'à un moment donné, pendant Barakat, faisait des enquêtes. Ils diffusaient une enquête chaque soir. Ils mettent la photo de la personne et le commentent. Ça veut dire que je peux mettre la photo de Youssef Zerem et je peux dire ce que je veux. Oui. La question que je me pose, autant que journaliste, il n'est pas en tant que président de l'Observatoire, et qui a le nom d'un patron, le nom d'un homme d'affaires très connu en Algérie dans cette affaire. Je me pose la question. D'abord, pourquoi lui, il a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui n'est pas le cas des autres. Et de deux, pourquoi Nahar n'a pas fait son travail aussi, travail de mercenariat. Je peux même dire combien a-t-elle touché pour garder silence sur le fils de l'homme d'affaires en question. Et le patron lui-même de Nahar a parlé d'un fils d'un cadre, d'un haut cadre des services secrets dont il n'a jamais parlé. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Très bien, Mziane. Il y a aussi un blogueur qui est journaliste qui a écopé de 7 ans de prison. C'est Marzouk Touati pour avoir seulement publié sur Internet une interview. Pourquoi la presse algérienne dans son ensemble
ne soutient pas Marzouk Touati. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrits sur le Marzouk Touati. Je dis dans l'ensemble. Hein, dans l'ensemble, effectivement, il y a eu quelques écrits. Mais par rapport au bruit qu'on fait sur ces récentes arrestations, Marzouk Touati a été condamné. Je pense que c'est tout le contraire. Justement, Marzouk Touati a été soutenu par la presse conventionnelle. C'est la presse dite privée. Oui. Contrairement au cas des journalistes qui sont interpellés récemment, qui ne sont pas soutenus, ont été non soutenus mais dénigrés par la chaîne en question. Et on a vu peu d'articles sur eux. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le travail qu'a fait le Nahar. C'est qu'elle a tellement mis pression, elle a tellement mis les gens dans le doute, même la presse ne savait pas quoi faire et quoi dire. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, que Nahar en question faisait ses directs et son mercenariat au long de la journée, au moment où même les avocats des accusés n'avaient pas le dossier. C'est-à-dire même pour répondre à la chaîne en question, ils n'avaient pas d'argument parce qu'ils n'avaient pas le dossier. Nahar, je pense qu'elle est missionnaire. Donc, de un, d'installer cette terreur que j'ai sentie moi-même et que beaucoup de mes confrères et mes consoeurs ont senti aussi en Algérie. Ça veut dire que les gens sont arrivés même à s'auto-censurer sur Facebook. Ça, c'est très grave. Et de deux, je pense aussi parce qu'ils ont fait un problème personnel avec Amir Dized, il a profité de l'occasion pour justement en faire de cette histoire une histoire nationale pour pouvoir répondre à un Facebooker. Maziane Aben, est-ce qu'il y a aujourd'hui un syndicat des journalistes en Algérie? Alors, le syndicat, moi j'exprime ma déception du syndicat national des journalistes. Donc il existe encore? Bien sûr, il existe encore. Il n'a pas peut-être l'adhésion de tous les journalistes, ni d'une grande partie. La signature existe et le statut existe, qui s'est quelque part désolidarisé des journalistes avant même qu'on sache ce qui se passe exactement, ce qu'il y a dans le contenu même de l'affaire. C'est ma lecture en fait du communiqué de la SNG. De deux, il y a eu le communiqué de... Là, c'est peut-être un autre point que je vais aborder, qu'il y a le syndicat actuellement des éditeurs de la presse électronique. Oui. Qui n'arrivent même pas à tenir l'assemblée générale. Parce qu'il faut savoir que nous vivons dans un État où il n'y a aucun darawa. Moi, je pense que le pouvoir algérien n'a rien vraiment à foutre, excusez-moi pour le terme, ni de la Constitution, ni des lois algériennes. Je pense que nous ne sommes même pas un chiffre. Parce que parfois, quand on essaie de caricaturiser un peu les dictateurs, on dit qu'ils considèrent son peuple comme un chiffre. Nous ne sommes même pas un chiffre. Il peut y avoir 4 millions d'assassinats, ils vont dire 2. Ça veut dire qu'on n'est même pas un chiffre. Et pourtant, il y a des gens qui disent qu'en Algérie, la presse est libre. Oui, je pense que la presse est libre. Je pense que la liberté de la presse en Algérie est un acquis. C'est ce que je dis à tout le monde, même quand je discute avec les étrangers, donc les journalistes, confrères et consoeurs étrangères, et qui connaissent pas un peu la réalité de la presse algérienne. Je pense que c'est un acquis. Après, il y a aussi un combat aujourd'hui. C'est un combat de résistance. Essayer de préserver cet acquis qui n'est pas facile à préserver. Mais Mziane, comment est-ce qu'une presse peut être libre dans un pays où le citoyen n'est pas libre? Mais c'est un combat aussi. Si je suis amené à parler un peu de la presse algérienne, je dirais qu'il est divisé en 3. D'accord. Il y a la presse dite privée qui résiste un peu, qui est dite d'opposition. Oui. Il y a celle qui est pro-pouvoir, mais il y a celle qui est un peu neutre dans cette histoire, et je pense que c'est des gens qui créent des journaux juste pour avoir un salaire, qui ne sont ni dans l'opposition et qui ne critiquent pas le pouvoir. Il y a quand même des sujets tabous qui ne sont traités par aucun journal en Algérie. Par exemple. Par exemple, le mouvement indépendantiste, souverainiste, il est souvent dénigré par toute la presse algérienne, y compris à l'Ouattara. Alors, la dernière enquête que j'ai menée sur les gens privés de passeport. Je n'ai censuré personne, j'ai parlé de moments, je les ai expliqués, et en traitant la question des passeports, donc dont les membres du MAC sont privés, et j'ai parlé du MAC, j'ai parlé du RPK, j'ai parlé de tous les mouvements, sans que le sujet ne soit censuré par le journal. Oui, mais il se trouve que dans bien des cas, il y a des articles, des tribunes qui passent dans l'Ouattara, qui insultent pratiquement ces gens-là. On peut être d'accord avec eux, on peut être pas d'accord, hein, mais ils existent. Je ne pense pas que ce soit dans le cadre de l'insulte. Peut-être qu'on ne peut pas demander à un journal aujourd'hui de soutenir une cause. Je ne demande pas aucun journal de soutenir aucune cause. Mais un journal est censé raconter au moins les faits. Et quand des gens sont acculés, ou bien accusés, ou bien insultés, entre guillemets, c'est à la limite de l'insulte. Ces gens-là doivent au moins avoir le droit de répondre. Et souvent, ils n'ont pas ce droit de répondre.
Moi, de ce Et que j'ai en vu, plus, parce que oui, oui, en là, plus, là, là, en tu, plus, là, tu Al-Wa- parles que d'Al-Watan. Hein. non, De ce que j'ai vu, Al-Watan, non, Al-Watan, on peut dire, est peut-être l'un des journaux les plus libres, entre guillemets. Je ne vais pas parler des journaux qui soutiennent le pouvoir. Je ne vais pas parler d'An-Nahar. An-Nahar a déjà existé en tant que journal. Ce journal devait être interdit depuis des années par éthique, uniquement par éthique. An-Nahar a insulté beaucoup de gens sans que ces gens-là aient le droit de répondre. Je parle déjà du quotidien, avant qu'il n'y ait la télé. Hein. Nahar, on ne peut pas le qualifier d'organe médiatique. Je suis Nahar entièrement est passé, d'accord. Nahar est passé Oui, je suis entièrement d'organe d'accord avec toi. de propagande à un organe de mercenariat. C'est exactement le cas, et je sais pas, je me rappelle pas si j'ai fini un peu l'explication par rapport à Non, l'immédiat. je suis entièrement d'accord Mais avec c'était toi, il a ça. toujours été ça. Hein, il a toujours été ça. Hein, et son patron est connu sur la place d'Alger depuis ses débuts dans la presse. Hein. Oui, oui, et tous Voilà. les mouvements ont fait aussi leur expérience avec Mais Nahar. il n'est pas d'ailleurs. le seul. Hein, il n'est pas le seul. Il y a encore d'autres journaux qui ont joué ce rôle de mercenariat, ce rôle de propagande. Voilà. Je pense que ceux qui sont visés aujourd'hui, ce sont les éditeurs de la presse électronique. D'accord. Le pouvoir, évidemment, a interdit de cela un moment les manifs, donc l'occupation de l'espace public. Il a vu apparaître que la presse dite privée constitue aussi une menace pour sa stabilité, pour sa continuité plutôt. Donc il a inventé, bien sûr, des stratagèmes pour pouvoir les museler. Parce qu'avant, quand on parle de la liberté de la presse, donc le pouvoir à l'époque, ou l'État même, n'avait qu'à, par exemple, interdire l'impression d'un journal, parce que tout le monde faisait l'impression donc à l'entreprise publique. Il n'avait qu'à interdire l'impression pour pouvoir arrêter un journal. Après, il y a des journaux, bien sûr, qui ont fini par avoir leur propre imprimerie. Je peux citer, par exemple, Al-Watan, Khabar et Liberté qui ont la même imprimerie. Et c'est des journaux aussi qui touchent pas à la publicité publique, qui est aussi un moyen de pression utilisé par le pouvoir. Et qui est peut-être inédit parce qu'on ne connaît pas cet exemple dans d'autres pays. Donc maintenant, ils ont trouvé une solution. Celle d'interdire la publicité, même privée, dans ces journaux. Donc ils appellent les entreprises pour leur dire que si vous donnez vos annonces à ces journaux, vous n'aurez plus de projet. Et c'est la raison pour laquelle Al-Watan, par exemple, si je le cite parce que je travaille dedans, n'a pas eu de publicité depuis 2014. Et si vous vous rappelez, il y avait même un Arab News qu'à l'époque, disait vous allez le payer plus tard. Nous l'avons payé très cher. Il a réglé l'histoire de l'occupation d'espace public, il a réglé l'histoire de la presse dite conventionnelle, donc la presse écrite, et il y a eu les réseaux sociaux. Un grand problème. Comment faire? Eh bien, il a trouvé la solution. Il a instauré une loi sur la cybercriminalité, d'où la loi qui a condamné Marzouk Touati à 7 ans de prison. Et tant d'autres. C'était aussi un moyen de représailles contre les chômeurs, dont le mouvement a été créé en 2012. Ils n'ont pas trouvé le moyen de leur rendre la balle quelque part, comme ils le disent. Donc ils ont créé cette loi qui a condamné beaucoup de chômeurs. On a eu d'ailleurs la région la plus touchée par ce phénomène était la région de Ouadsouf, où beaucoup de chômeurs ont été interpellés. Nous avons aussi un autre cas en Kabylie qui est actuellement en prison, Massinissa Ben Aliwa, qui lui a été condamné à une année de prison pour avoir commenté un article de TSA. On a eu aussi, par exemple, à Ouadsouf d'ailleurs, quelqu'un qui a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir appelé la police dans un commentaire Facebook, pour avoir appelé la police à se solidariser avec d'autres policiers qui étaient au mouvement d'ailleurs. Ils ont organisé même une manifestation à Alger, au lieu de réprimer les militants. Pour ça, il a pris 6 mois. Et quelqu'un qui est aussi chômeur, qui est dans le même mouvement, dans la même section de Ouadsouf, a été, lui, mis en garde à vue pendant 3 jours pour avoir commenté sa publication. Certains ont même eu des coups de fil, des menaces pour avoir mis un j'aime sur une publication. Les militants de toutes causes en Algérie. Que tu nous dises ça, c'est très bien parce que apparemment la situation est catastrophique. On va donner la parole à la salle et tu pourras rebondir. Hein? Oui, Youssef. C'est vrai, maintenant on se pose la question, on dit, est-ce que c'est une vague? Oui, c'est une vague. C'est monté d'un cran, parce que ce qu'il dit, j'entends. Il y a des informations que nous ne savons pas. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire connaître. Les citoyens qui arrivent à s'exprimer à travers Facebook et les réseaux sociaux, ils sont quotidiennement soumis à la pression, chantage. Je connais des familles qui sont ça. Ils n'arrivent même pas à découvrir. Je connais quelqu'un de la Allemagne, son téléphone lui a été retiré, a convoqué Hassim Saoud. Lui on dit tu donnes ton mot de passe de Facebook et ton téléphone le garde. Si tu ouvres ta bouche ou tu changes ton mot de passe, on vient te chercher.
ça se passe, surtout antisémitisme. Là où, à certains moments, il frappe là où il y a une vulnérabilité, ça veut dire à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai, on arrive à la question, on touche à des personnalités médiatiques, des journalistes, des comédiens, etc. Et comme on a le Nahar qui monte aussi chargé de mission, mais en même temps, est-ce qu'on peut parler de la chaîne Nahar et son journal comme média? Non. Maintenant, joue le rôle d'un corps constitué. On a vécu les années 90, on a travaillé dans les années 90, c'était rare, ça arrive, mandat de dépôt, mais atteinte un corps constitué. Quand tu commentes une décision de justice, ou quand tu t'attaques à une institution militaire, ou sur un commentaire, etc. Mais rare, dans des questions de diffamation, ou des manières, de cette manière, ils prennent des gens, bon, mandat de dépôt. Et Nahar nous en a habitués. Disait tout à l'heure, le mouvement Barakat, moi j'ai suivi de près, j'ai vu la chaîne, comment elle prenait chacun qui est en lien avec Barakat, de loin ou de près, il a participé, prend sa photo, ses contacts sur Facebook, il est lié au sionisme, à l'Israël, etc. Et d'ailleurs, Merzouk Touati, pourquoi? Parce que Merzouk Touati, il a essayé de démasquer sur cet argument de pouvoir qu'il a utilisé souvent, c'est l'accusation de la position liée à l'étranger, la main étrangère, sionisme, etc. Merzouk, il est parti plus loin, dire que c'est une supercherie, cette manière d'acquisition, et c'est le pouvoir qui entretient d'une manière officieuse, etc., des liens avec l'Israël, aussi ce pouvoir qu'il accuse chaque manifestation, il accuse les manifestants ou les contestations des liens avec l'Israël. Donc, pourquoi cette montée d'un corps? Je dis que le corps n'a plus aujourd'hui ces arguments. La main étrangère, sionisme, il ne produit plus d'idées, il n'a plus d'arguments. Pour justifier ça, la seule manière maintenant, c'est poursuivre. Et la République oxygène qui s'exprime, qui est à peine un espace, à travers les réseaux sociaux ou les médias en ligne, etc., il veut les faire taire. Les liens avec des MRDZ, etc., c'est des espoirs. Très bien, Youssef. Mziane, peut-être un commentaire. Justement, j'ai pas fini l'enchaînement. Vas-y. Donc, j'ai parlé d'espace public, j'ai parlé de la presse conventionnelle, j'ai parlé des réseaux sociaux, donc des journalistes citoyens, donc pour lesquels ils ont trouvé une solution qui est la loi sur la cybercriminalité. Donc il reste une dernière partie, oui. La presse électronique. Ce que vous devez savoir, c'est que la presse électronique n'est pas reconnue en tant que telle par l'État algérien. Il n'y a pas de statut qui régit la presse électronique. Ils ne sont pas reconnus. Il faut savoir que les journalistes de la presse électronique n'ont pas le droit à une carte de presse. La raison pour laquelle ils se sont organisés, notamment depuis l'interdiction, le blocage du site de TSA. Donc, ils se sont organisés en syndicat. La première revendication, c'est d'abord de pouvoir s'organiser autour d'un syndicat. Il faut savoir que, par exemple, on leur demande une autorisation de la wilaya, ce qui n'est pas mentionné dans la loi sur le syndicalisme en Algérie. Ils ont trouvé une manière de les bloquer pour qu'ils ne tiennent pas de l'Assemblée générale, pour qu'ils ne puissent pas s'organiser. De un, ils revendiquent aussi d'être reconnus en tant que tels. Ça veut dire que ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux journalistes détenus, parce qu'ils travaillent dans des médias électroniques, c'est qu'ils n'ont pas, par exemple, selon eux, le statut de journaliste. S'ils ne le reconnaissent que le statut de blogueur, là, ça peut être plus grave. C'est ça le problème. Donc, voyez-vous où nous sommes arrivés. Donc, pour eux, il leur reste, surtout pour cette phase un peu délicate, qui est celle d'un 5e mandat, d'un probable 5e mandat, d'essayer de museler avant l'heure, parce que là, ils ont anticipé. Avant, ils attendent le mouvement, donc ils agissent dans le contexte. Donc, d'essayer de museler cette presse électronique qui constitue peut-être pour eux un danger, parce qu'ils n'arrivent pas à les contenir, comme le cas des réseaux sociaux. Très bien. Et c'est quoi la différence entre un blog
et un site d'information. Tout simplement, un blog ne répond pas à une hiérarchie. Il n'y a pas de rédacteur en chef. C'est lui, c'est le blogueur lui-même qui décide de la ligne qu'il donne à son organe médiatique. Donc Marzouk, il a interviewé la personne en question qui lui a dit que un verrou de liaison d'Israël existait en Algérie jusqu'à l'année 2000. Cette information, évidemment, touche un pouvoir qui se dit pro-cause palestinienne et qui se considère aussi l'un des rares pays qui n'accepte pas de représentation diplomatique israélienne dans son propre pays. Donc c'est plus que le harakisme, ou là c'est l'intolérable pour eux. Revenons au travail que nous faisons, donc le journalisme, le bloguisme, je ne sais pas comment on l'appelle. Dans ce cas de figure, l'État avait aussi deux options à faire. Soit ils envoient une mise au point aux journalistes pour répondre à l'accusation du diplomate en question. Si le blogueur en question refuse sa diffusion, c'est en ce moment-là qu'ils peuvent le poursuivre pour diffamation. Parce que même le cas des autres journalistes qui sont actuellement présents, évidemment, s'il n'y a pas de coup de fil, selon le contenu de l'affaire, sont poursuivis que pour diffamation qui n'est pas passible d'emprisonnement. Il y a une amende à payer, c'est tout. Et là, dans le cas où la justice est indépendante, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Oui, Zahir. La question qui fâche, vous avez parlé de mercenariat. Parmi les journalistes qui ont été arrêtés, parce qu'on ne fait pas de solidarité sélective, mais les choses doivent être rappelées. C'est que Abdou Smar, qui a défamé les indépendantistes kabyles, et encore plus Algérie 24, qui a été dans la même ligne qu'An-Nahar, dans un article d'il y a un an de ça, où il traitait Farhas et Hicham Aboud d'être des suppôts du sionisme. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, ces gens-là ont fait le jeu du pouvoir? Et maintenant que le pouvoir n'a plus besoin d'eux, il les a utilisés comme chair à canon pour détourner l'attention du public sur ce qui se passe pour le 5e mandat. Bon, d'abord par rapport au contenu de l'affaire. J'ai commencé par vous dire que nous, dans l'Observatoire, on ne se positionne pas. Nous, on se contente de rapporter les faits et de se rapprocher plus de la vérité pour pouvoir d'abord éclairer l'opinion publique et pourquoi pas peut-être contrecarrer dans ce cas de figure. D'ailleurs, nous contrecarrons aussi avec les éléments que nous avons la propagande du pouvoir et de l'État. Ça, c'est comme observateur. Les prévenus ont déjà joué le jeu de ce pouvoir. J'arrive. Et donc, dans ce dossier, nous nous limitons au contenu de l'affaire, si on parle de politique. Adnan Mellah était à un moment donné pour le pouvoir, mais que je considère un adversaire légal, parce que je pense que lui, au moins, même en étant pour le pouvoir, il a des arguments. Il accepte le débat. Il accepte la contradiction dans l'idée. Mais je ne suis pas là, encore une fois, pour juger leurs travaux. On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis là et j'ai exposé le contenu de l'affaire. Je pense que le débat doit se porter sur là, parce que sinon, on ne va pas en finir. Est-ce que vraiment on peut parler du journalisme en Algérie actuellement, juste des fonctionnaires de la presse? Parce que ce que vous dites un peu sur la répression qui s'abat actuellement, enfin, c'est un préambule un peu de la répression. Bon, c'est une façon d'intimider à l'avance les gens parce qu'il y a un 5e mandat. Ce 5e mandat, bien évidemment, il faut l'aval de l'Occident. Un régime qui n'est pas légitime ne peut pas avoir une décision d'un président sans l'aval des puissances occidentales. Ce qui est logique. Du coup, je pense que cette répression, c'est une façon un peu d'intimider parce qu'il y a sûrement il y a un aval. Donc je ne pense pas qu'il y a des journalistes, à mon avis, ça reste des fonctionnaires de la presse, je pense. Merci. Un commentaire. Bon, ça reste votre avis, bien sûr. Évidemment, on a tous un regard quelque part par rapport à la corporation. Mais moi, je pense qu'on est d'abord dans une période où nous résistons plus qu'autre chose. Les pressions, je parle des pressions économiques. Quand on voit par exemple ce que subit la presse électronique, ce qu'ont subi aussi d'autres, parce qu'il y a beaucoup de journaux aussi qui ont changé de ligne. Il faut savoir aussi que beaucoup de journaux ont des dettes. Et le pouvoir joue aussi sur ça. Ils ont beau résister, à essayer de faire du journalisme comme ils ont l'habitude de le faire, mais à un moment donné, ils peuvent rien. Je ne cite pas les noms, mais beaucoup ont été obligés de changer de ligne éditoriale. On s'approche vraiment de la fin d'une belle époque de la presse algérienne. Cette presse qu'a donnée le 5 octobre 88, et je peux vous dire que l'expérience algérienne est une très belle expérience. Par rapport à la presse électronique, par exemple, ceux qui ont éclaté l'affaire de 700 kilos de cocaïne. Et là, je cite un confrère dont j'admire le courage, Saïd Boudour, qui est d'Oran, qui a travaillé à un moment donné même pour le Khabar, Kaby Saïd, et qui est aussi défenseur des droits de l'homme et membre de la Ligue à Oran. Alors lui, Adnan Mellah,
Il y a aussi Khalaf Ben Hadda, qui est aussi dans Algérie Direct. Il faut savoir qu'avant même cette histoire, parce qu'ils ont révélé certains détails de cette histoire, ils ont été convoqués. Les services secrets sont partis l'interpeller d'Oran pour avoir fait leur travail. Je comprends quand on voit par exemple des Abdou Soumar qu'on pense controversés. Parce que c'est normal quand on voit des dossiers qu'il a, plus dossiers sourcés, on se dit mais d'où il vient, d'où il ramène tout ça. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a un avis sur la presse et tout. C'est qu'aujourd'hui, et je termine là-dessus, quand on assiste à ce genre de procès, quand on subit ce genre de répression, on se demande est-ce qu'on a réellement aujourd'hui la liberté de faire notre travail ou pas. Moi, je ne remets pas en cause les énergies individuelles, ça existe, heureusement d'ailleurs. Je ne remets pas en cause, je rends hommage aux journalistes algériens, les milliers qui sont tombés sur le champ d'honneur, lâchement assassinés parce qu'ils faisaient leur devoir de journalistes, justement. Même l'affaire de Ben Chicou, c'est-à-dire que, en fait, il y a un système, au sein du pouvoir algérien, c'est pas un système homogène. Dans le système lui-même, il y a des fractions. Du coup, quelqu'un comme Ben Chicou, c'est normal, on le met en présent pour qu'il a soutenu un système qui a échoué, l'autre a gagné. C'est le rapport de force. Je vous prends même Numedia News, une chaîne, par exemple, ils ont assassiné leur directeur. Celui qui a assassiné, je ne vais pas dire le nom, c'est Tarkot en personne, il l'a assassiné, c'est mon cousin, il l'a assassiné à Alger en pleine nuit. Donc c'est des gens, c'est des rapports de force au sein du système qui existent. Mais aujourd'hui, la presse tellement qu'elle est pilotée, on arrive à un stade plus avancé. Vous prenez même Al-Watan, c'est fini, on ne parle plus de presse, c'est des fonctionnaires de presse. Peut-être de temps en temps, ils lâchent comme ça des bribes d'informations. Pour pouvoir avoir une information, il faut avoir un système de force. C'est le cas même en France. Libération a été acheté par Lagardère. Le Monde s'est acheté par... C'est pareil, c'est Dassault, c'est Lagardère. Quand la presse dépend de Lagardère, Dassault, machin, bah c'est fini. Vous êtes un fonctionnaire de cette presse, vous êtes un journaliste, même en France. À exception, quelques presses qui restent, le Canard enchaîné, Mediapart, c'est des petites presses. Donc en Algérie, je pense que c'est le même cas. Donc c'est pour ça que je parle de fonctionnaires de presse. Oui, monsieur. Juste une remarque sur ce qu'il a dit et deux questions. Un journaliste sous une dictature n'a pas un rôle de journaliste, il a un rôle d'éveilleur d'esprit. Ce n'est pas juste de rapporter l'information. Le fait déjà d'écrire et de critiquer, c'est un acte militant. Le fait juste de prendre sa plume, tu as les chroniques de Chouké Ammari, là par exemple, ça c'est un éveilleur d'esprit. Il ne fait plus un travail. Sous une dictature, c'est une autre forme. Première question, comment tu expliques le silence de la société civile? Nous avons vu avec Boujidara, quand il y a eu l'affaire de Boujidara, il y avait des intellectuels, des journalistes, il y a même Saïd Bouteflika qui ont soutenu Boujidara. Samar, Dob, Bouakaz, elle est où la société civile? Elle est où? À part les stades, elle est où? La deuxième question, comment se fait-il qu'un Merguezet, qui n'est ni journaliste, c'est pas militant, comment se fait-il que son nom est cité de Tarf jusqu'à Tmouchins dans les stades? Allahu Akbar, un Merguezet. C'est une personne qui a réussi en 2-3 ans à faire ce que n'a fait aucun militant. Mais aucun militant n'a réussi à faire ce qu'il a fait, déjà en unisson, que ce soit à Tizi Ouzou, la JSK, le supporter de JSK, qui est son nom. À Annaba, l'Est, l'Ouest, comment se fait-il? Comment expliquer ce phénomène? Il a réussi à unifier. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi à unifier une jeunesse qui perdue. Il a réussi à l'unifier. Comment il a réussi à faire ça? Ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas... Très bien. Aucun politicien n'a réussi à faire ça. Justement, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué au début, mais je pense que c'est le même constat que j'ai fait moi aussi. Je me suis dit pourquoi il n'y a pas de solidarité, mais en même temps, je suis attendu un peu à cela. Parce que quand on s'est vu, moi et Abdou ici, moi je lui ai demandé de ne pas repartir en Algérie. Parce que je sais que, en analysant un peu le contexte, je sais qu'il allait être interpellé. Mais il ne l'a pas voulu. D'abord, il y a une mobilisation. Je pense que le pouvoir a réussi depuis plusieurs années à stériliser, dans le sens de l'engagement politique, la société algérienne. Il y a eu les années 90 qui ont tout cassé. Et le pouvoir a fait le travail aussi à la fin de la décennie noire. Donc il a cassé des partis politiques. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'association. Il a cassé même les associations. Il continue à le faire. Aujourd'hui, les Wali veulent interdire les cafés littéraires. Tout ça dans l'objectif d'empêcher la société de s'organiser. Alors là, quand la société s'organise autour d'idéaux, autour de projets politiques, de partis politiques, là c'est le plus grand danger. Moi je pense que ce qui fait le plus peur au pouvoir, c'est la solidarité. Mais cette solidarité, il y a eu tout un processus pour qu'elle n'y ait pas aujourd'hui. Et c'est le produit de ce pouvoir, le produit de son école, de sa politique, de tout ce que vous voulez, qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une partie des Algériens qui suivent Ahmed Dizet, au lieu qu'ils suivent des Kamal Daoud
d'hommes politiques, d'hommes d'éveil, d'hommes de culture. C'est le produit du projet politique algérien. Et il n'y a pas d'élément de comparaison, parce qu'on ne peut pas comparer un Facebooker à un journal. Il n'y a même pas d'élément de comparaison. Et on ne peut pas comparer un Facebooker à un parti ou un leader politique. Il n'y a aucun élément de comparaison. D'abord, lui-même, selon ce que j'ai vu, n'a pas de projet politique, n'a pas de projet sans ce projet. Il défend Matoub et Arib El-Hadj en même temps, ce qui est impossible. Impossible. On ne peut pas défendre un démocrate, un laïc avec un islamiste qui a même les mains sales de ce qui s'est passé en Algérie. On ne peut pas le faire, c'est impossible. C'est quand on n'a pas de projet, qu'on n'a pas de vision, c'est quand on n'a pas de construction politique, de structure politique, on n'est pas formé en politique, on peut faire ce genre de choses. C'est dans le populisme. Et ça marche. Moi, la seule critique que je fais à ce Facebooker, c'est que moi, je suis pas d'accord quand on s'attaque à la vie privée des gens. Et lui, il joue dans ça. Parce qu'il sait que ça marche. Le phénomène qu'il a créé, ce n'est pas l'idée. C'est un phénomène de populisme qui marche en l'absence de structure politique, en l'absence de vrais projets, en l'absence d'un cadre démocratique où les gens peuvent se voir, discuter, débattre et construire des choses. Quand on t'interdit une rencontre. Vous savez qu'Alger, et on s'est déjà vu à Alger à plusieurs reprises, plus de 3 personnes. Dans un contexte bien précis, par exemple comme celui du 4e mandat. Plus de 3 personnes, si on vous reconnaît, militant, plus de 3 personnes, c'est considéré comme un rassemblement et vous pouvez être interpellé pour ça. On interdit même la discussion. Par exemple, à l'époque de Barakat, on ne pouvait même pas débattre, parce qu'on n'a pas de cadre où débattre. On n'arrive pas à construire. Vous attendez à quoi? Une génération, Nahar et Chourouk, qui est celle de MRDZ.